Bienvenue sur Ici Écho. La scène intérieure s'est embrassée sous l'effet des frappes israéliennes sur fond d'intensification de la guerre irano-américo-israélienne. Ces développements rapides sur la ligne de feu menacent la sécurité alimentaire et pétrolière mondiale, y compris celle du Liban. Le gouvernement a ainsi accéléré le pas et s'est empressé d'anticiper toute éventuelle pénurie de produits de consommation et de services essentiels dont le citoyen a besoin au quotidien. Toutefois, tant que les voies maritimes restent ouvertes, il n'y a pas de crainte de rupture de marchandises. Toute la chaîne d'approvisionnement est disponible sans aucun obstacle jusqu'à présent. Toutes les administrations concernées accomplissent un travail considérable en coordination entre elles avec la Direction générale des douanes et les autres ministères. Les marchandises ont été retirées du port de Beyrouth sans aucune difficulté. Concernant le trafic de l'aéroport, la compagnie Middle East Airlines MEA poursuit ses activités conformément au plan établi et continue d'assurer ses vols sans aucun changement ni impact sur les horaires. La compagnie confirme que le trafic aérien à l'aéroport international de Beyrouth se déroule normalement, comme prévu, et qu'aucun vol n'a été annulé jusqu'à présent. Dans ce contexte, le ministre des Travaux publics et des Transports, Faiz Rassamni, a confirmé que l'aéroport de Beyrouth reste ouvert et que les vols sont maintenus à leur horaire. Durant cet épisode, nous suivrons les répercussions de la guerre sur les secteurs économiques, en particulier ce qui concerne directement les citoyens, les médicaments, les produits alimentaires, les carburants et le pain. Nous aborderons également les scénarios économiques possibles pour l'année en cours dans un contexte d'évolution rapide de la situation et l'élargissement du conflit au Liban et dans la région. Au cours de cette émission, je recevrai donc le président du syndicat des importateurs de médicaments et des propriétaires d'entrepôts au Liban, Joseph Ghraïb, le président du regroupement des sociétés importatrices de pétrole, Maroun Chammas, le président du syndicat de l'industrie du pain au Liban, Antoine Seif, ainsi que le chercheur en économie et en finance, le professeur Maroun Khatir. Nous commençons par le dossier des médicaments avec le président du syndicat des importateurs de médicaments et des propriétaires d'entrepôts au Liban, Joseph Ghraïb. Toujours un plaisir de vous Bonjour recevoir. Maurice. Comme dans chaque crise, les médicaments figurent en tête des besoins essentiels dont les Libanais craignent la pénurie. Avec l'escalade des tensions sécuritaires dans la région, plusieurs citoyens se sont précipités vers les pharmacies pour acheter des quantités de médicaments et les stocker à domicile, de peur de ne plus pouvoir s'en procurer par la suite. Pour commencer, le Liban fait-il réellement face à une crise de médicaments? Bonjour Maurice. Au jour d'aujourd'hui, non, il n'y a pas de crise de médicaments. Euh, Ce qu'on essaye de faire, c'est de s'assurer qu'on ne crée pas une crise qui n'existe pas. Le stock de médicaments, tel que répertorié par les importateurs au niveau des pharmacies et des hôpitaux, constitue à peu près 4 mois de consommation. Mais 4 mois de consommation dans un scénario normal. Normal. Donc nous, ce qu'on demande, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est deux choses très importantes. Les quantités sont suffisantes dans des situations normales et les médicaments, contrairement à d'autres biens, ont un prix fixe. Mhm. Le prix du médicament ne va pas changer. Les prix sont fixes, ils sont déterminés par le ministère de la Santé, donc il n'y a aucun changement de prix au niveau des médicaments indépendamment des coûts de transport, indépendamment de la demande. Donc, j'aimerais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le prix des médicaments. Au niveau des inventaires, les crises précédentes C'est ça. nous ont formés. Mais Et est-ce que les médicaments peuvent-ils venir à manquer comme lors des crises précédentes? au niveau des crises précédentes, le seul moment où il y a eu un manque de médicaments, c'est quand on n'a pas eu la capacité d'avoir accès à des devises pour payer les dits médicaments. C'est ça. Mais durant la dernière guerre, j'étais sur ton plateau et on a rassuré les patients et les citoyens qu'il n'y aura pas d'interruption de médicaments. Effectivement, la C'était le guerre cas. a duré plus de 40 jours. Il n'y a eu aucune interruption de médicaments. Sur 5000 médicaments Vous répertoriés, dites qu'il y a environ il y a eu uniquement 50. 50 médicaments qui ont été interrompus de Hmm. manière intermittente. Ça Ce veut qui dire qu'ils reste n'étaient très pas, limité au regard de la ce taille qui du reste marché. énormément Hmm. limité. Et même dans des conditions normales, ce sont des quantités qui restent très marginales. Qu'en est-il des médicaments pour les maladies chroniques et graves? D'accord. Euh,
les médicaments sont répertoriés par catégorie de produits. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde de manière continue une liste de nos inventaires. Et cette liste d'inventaires est partagée avec le ministère de la Santé. Les médicaments sont, comme je l'ai dit, catégoriés en catégories. Donc les médicaments qui sont utilisés dans les hôpitaux pour le traitement des blessés de guerre sont disponibles en très grande quantité. Les médicaments pour les maladies chroniques, donc les maladies cardiovasculaires, diabète, etc., sont aussi disponibles. Et les médicaments pour les maladies d'oncologie sont disponibles, mais c'est le stock sur lequel on est en train de travailler de manière à avoir des quantités supplémentaires. Ce qu'on fait quand on est face à ce genre de situation, on évalue quels sont les médicaments les plus critiques, dont les niveaux d'inventaire sont relativement bas, et on donne une priorité à ces médicaments sur les importations immédiates. En plus de ça, euh, ce qui a été fait durant la guerre passée, et on a eu la garantie que ça allait continuer, c'est que la Middle East est en train de donner la priorité dans son cargo pour l'importation des médicaments. Donc, ça donne une marge de manœuvre et une continuité sur l'importation de médicaments, surtout les médicaments les plus délicats qui ont besoin d'être réfrigérés pour maintenir la chaîne de froid. Il convient de distinguer entre les stocks des importateurs, ceux des entreprises et des entrepôts, et ceux des pharmacies et des hôpitaux. Qu'en est-il aujourd'hui du stock, donc, parlons du stock de médicaments disponibles dans les pharmacies, chez les sociétés importatrices et dans les entrepôts? Il se répartit de manière globale de jusqu'à 3 mois chez les importateurs et 1 mois au niveau des hôpitaux et des pharmacies. Mhm. Donc, ce qui est suffisant. Donc un stock à peu près de 4 mois. Tant que les voies d'approvisionnement, ce qui est important, c'est que tant que les voies d'approvisionnement sont assurées, on ne pense pas qu'il y aurait d'interruption de quelques médicaments. Les cargaisons de médicaments présents au port et à l'aéroport ont été retirées. C'est vrai. Samedi passé, il y a eu une cellule de crise au ministère de la Santé. D'ailleurs, on a une cellule de crise qui se réunit de manière continue et de manière hebdomadaire. On se réunit au ministère de la Santé. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une réunion. Et il y a eu une coopération accrue entre les douanes, le ministère de la Santé, les autorités du port et de l'aéroport et toutes les cargaisons qui étaient dans les ports et les aéroports ont été sorties et sont maintenant dans les entrepôts des Y a-t-il des importateurs et évolutions de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, les opérations d'importation et de distribution des médicaments dans les différentes régions? Au sud, D'accord. Beyrouth. Au niveau de la distribution, ce qu'il faut comprendre, c'est que de manière globale, si on voit la demande totale de médicaments, elle a augmenté d'une moyenne de 20%. Et en fait, ce qui se passe est très systématique. Chaque fois qu'il y a des événements similaires, ce qui se passe est très systématique. Il y a les quelques jours dans l'effet de panique où la consommation augmente à peu près de 20% au niveau de tout le territoire. Donc, C'est l'effet panique. c'est l'effet panique. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une baisse accrue dans des régions spécifiques qui sont les régions les plus impactées, en l'occurrence les régions du sud, donc après Saïda, Et la banlieue de Beyrouth. après Saïda, La banlieue la sud. banlieue sud de Beyrouth et la Beka. La compensation se fait dans d'autres régions. Elle se fait au nord, dans la région de Akkar. Elle se fait dans la montagne du Chouf. Elle se fait dans certaines régions de Beyrouth et dans le Matn. Donc, mais de manière globale, la demande n'est pas exponentielle. Il y a un petit effet de panique qui est observé aux quelques premiers jours et qui commence à s'estomper une fois que la crise s'installe. Vous avez établi en coordination avec le syndicat des pharmaciens une liste complète du stock de médicaments disponibles au Liban mis à la disposition du ministère de la Santé. Tout à fait. Donc, vous parlez de priorité d'utilisation de ce stock pour garantir une bonne gestion des ressources pharmaceutiques et protéger la sécurité sanitaire durant cette période. Tout à fait. On travaille sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est de répertorier et d'avoir un situation assessment qui est très clair. Donc aujourd'hui,
on a une visibilité sur chaque produit. À partir du moment où on a une visibilité sur chaque produit, ça permet de donner la priorité aux produits les plus sensibles et qui ont le moins d'alternatives d'être acheminés en priorité, Mhm. d'une part. D'autre part, en coordination avec l'Ordre des pharmaciens, le ministère de la Santé, il y a une rationalisation de la distribution, de manière à ne pas faire de sorte qu'il y ait une institution spécifique qui fait du surstockage, que ce soit une pharmacie ou un hôpital, au détriment des autres. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de donner une petite marge pour un stockage, mais de manière balancée, en s'assurant qu'il n'y ait personne Mhm. qui fait un front-loading de son inventaire au profit d'autres institutions ou d'autres patients. Vous ne craignez pas un marché noir. On ne craint pas un marché noir parce que tant que les médicaments sont disponibles Quand les prix sont fixés aussi, voilà. à un prix déterminé, Mhm. on ne craint pas un marché noir. Le marché noir pourrait apparaître dans une situation de pénurie, ce qui n'est pas le cas. Mhm. Le secteur pharmaceutique au Liban a démontré lors des crises similaires par le passé sa capacité à retirer, à assurer l'approvisionnement en médicaments sans interruption. Les syndicats des pharmaciens et des importateurs de médicaments ont réussi à préserver la stabilité du secteur grâce à la coopération entre les importateurs, les pharmaciens et les autorités sanitaires. C'est la même approche qui est adoptée toujours Tout à et fait. qui est adoptée aujourd'hui. Tout à fait. En fait, j'aimerais reprendre ce que tu viens de dire, Maurice. C'est que il y a un secteur pharmaceutique qui a un niveau d'organisation, de régulation qui est élevé. En même temps, on est passé par des crises Mm. similaires qui ont été gérées. Donc, il y a eu un apprentissage, il y a eu beaucoup plus de préparation et de manière continue, depuis la crise financière, on est dans un état d'esprit où on se prépare de manière constante à n'importe quelle crise. Pour donner un exemple très simple, généralement les niveaux d'inventaire sont de 3 mois sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Au niveau des séances d'hémodialyse. Donc, qui sont des thérapies très spécifiques, très délicates et très sensibles vis-à-vis des patients. Le stock de séances d'hémodialyse au Liban est à peu près de 5 à 6 mois, ce qui est vraiment très élevé comparé à n'importe quel pays. Mhm. Euh, euh, Votre message aux citoyens et aux patients, pourquoi il ne faut pas stocker les médicaments au-delà des besoins médicaux réels? Premièrement, parce qu'ils sont disponibles. Mhm. Donc, l'effet de panique est compréhensible, mais les effets de panique qui se préservent dans la durée font de sorte qu'il pourrait y avoir certains patients qui pourraient avoir des moyens financiers plus importants que d'autres, qui pourraient être en train de dépriver des patients vulnérables au niveau de leur santé et au niveau de leurs moyens financiers, de ne pas pouvoir avoir accès à ces médicaments. Mhm. Donc je pense par souci d'équité et d'accès, il est important de ne pas créer cet effet de panique, ce surstockage, pour que tout le monde puisse avoir son médicament. Et je répète, tant que les chaînes d'approvisionnement sont assurées, il n'y aura pas d'interruption de médicaments. Et à considérer, si on va dans les cas extrêmes, qu'il y a certaines interruptions. Il faut savoir que la majorité des médicaments ont des substituts. Donc, il y a les médicaments, les Brent, et il y a les génériques. Donc, il y a énormément de médicaments qui Mhm. ont des substituts. En coordination avec son médecin et son pharmacien, si on ne trouve pas son médicament, on peut aller sur un médicament générique. En plus, en tant qu'importateur et distributeur, on fait aussi la distribution pour les usines qui travaillent et qui font le manufacturing en local, qui aussi nous ont assuré d'un niveau de préparation très élevé. Donc Mhm. ces éléments font de sorte que le niveau de préparation reste quand Mhm. même très élevé. Le ministre de l'Industrie, Joaïs Al-Khouri, a déclaré que le Liban dispose d'un stock de médicaments fabriqués localement couvrant au moins 3 mois, Tout à d'un fait. stock de matières premières pour l'industrie pharmaceutique couvrant au moins 8 mois, et d'un stock de matières premières pour l'industrie alimentaire couvrant au moins 4 mois. Votre commentaire? Donc non, ces informations nous ont été confirmées. Ce qui est très important, au risque d'être répétitif, c'est deux éléments essentiels. On sait que le gouvernement est en train de faire énormément d'efforts avec les partenaires internationaux pour sauvegarder et essayer de neutraliser les impacts sur le port, sur les ports de Beyrouth et de Tripoli et sur l'aéroport. Donc,
on supporte le gouvernement dans cette démarche qui est essentielle, d'une part. D'autre part, aussi, pour la préservation de ces inventaires, tout à l'heure, tu auras le responsable du secteur des hydrocarbures. On demande de manière très sérieuse au ministère de l'Énergie et au syndicat des importateurs d'hydrocarbures aussi d'assurer les besoins en hydrocarbures pour les hôpitaux et les distributeurs. Parce que si les médicaments sont là et qu'on Non. n'arrive pas à les Mhm. préserver comme il se doit, ils n'ont plus aucune valeur Mhm. et ils pourraient être amenés à ne pas être utilisables. Mhm. Les données publiées donc par les syndicats des importateurs et des pharmaciens indiquent que la situation pharmaceutique au Liban reste stable jusqu'à présent, avec des stocks suffisants pour plusieurs mois et des mécanismes de coordination en place entre les secteurs publics et privés. Toutefois, le facteur décisif reste la continuité du transport maritime et des importations, ainsi que l'engagement des citoyens à éviter le stockage anarchique, afin de préserver la stabilité du marché et garantir l'accès des médicaments à tous les citoyens. Bien voilà, Joe Reib, c'est toujours un plaisir de vous Je recevoir. te remercie de me Donc recevoir. voilà, vous êtes le président du syndicat des importateurs de médicaments. Tout à fait. Merci. Merci à toi. Et nous passons au dossier des carburants. À la lumière des derniers développements dans la région et face à l'afflux important observé dans les stations-service ainsi que l'augmentation notable de la demande pour certains produits pétroliers, les indices se sont accrus. Quant au stock de carburant et de gaz au Liban, nous rejoignons par téléphone le président du regroupement des sociétés importatrices de pétrole, Maroun Chammas. Merci d'être avec nous, Monsieur Chammas. Qu'en est-il des stocks d'essence et de diesel des sociétés d'importatrices et de l'approvisionnement des stations-service dans les différentes régions? Combien de temps ces stocks peuvent-ils couvrir la demande? Bonjour Maurice. Tout d'abord, je dois te remercier pour m'avoir sur ton programme. Les stocks d'essence sont adéquats dans le sens que, comme vous le savez déjà, les sociétés d'importation assurent d'une façon continue le supply chain, c'est-à-dire que nous avons un stock continu d'à peu près 12 jours, entre 12 et 15 jours. Mhm, Ce stock, il est replenished, c'est-à-dire que il y a constamment des navires qui viennent et qui accostent sur le territoire libanais. Et donc, il n'y a pas de souci de produits et de quantité. Maintenant, la chose la plus importante que nous sommes en train de remarquer, c'est l'augmentation des prix d'une façon draconienne, parce que mhm, durant les 5 derniers jours, le prix de la tonne de diesel est monté d'à peu près 45% et le prix de l'essence est monté d'à peu près 20%. mhm, Quant au prix du jet fuel qui est utilisé pour les avions, il est monté de 80%. C'est ce qui veut dire que dans les jours qui viennent, nous allons aussi voir une augmentation des prix à la pompe et pour le consommateur. mhm. C'est quelque chose, malheureusement, qu'on ne peut pas éviter. Et moi, je pense ici qu'il faut s'arrêter une petite minute pour analyser pourquoi il y a eu ces augmentations qui ne sont pas reliées nécessairement d'une façon directe au prix du baril de pétrole et qui sont montés bien plus que le baril de pétrole. Si tu veux, Oui, oui, certainement, on peut en certainement. parler. C'est bien d'expliquer les Donc, raisons. voilà. Donc, pourquoi les prix du pétrole raffiné ont augmenté d'une façon beaucoup plus importante que le prix du baril? C'est dû à trois facteurs principaux. Le premier facteur, le fait que Qatar a arrêté de produire du gaz naturel. Donc, beaucoup d'industries n'ont le choix que de tourner vers le diesel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que la Russie ne peut pas exporter pour l'Europe. Mhm. Et le troisième point, c'est évidemment la guerre et les problèmes que nous avons actuellement sur les activités militaires. Ce qui fait que ces trois facteurs, en plus de toutes les armées, parce que vous savez que les navires de guerre fonctionnent sur le diesel, Mhm. les avions de guerre fonctionnent sur le jet fuel. Donc, tout ceci
a pour conséquence de la très forte hausse du prix du pétrole raffiné Mhm. par rapport à l'essence qui n'est montée que de 20%, C'est clair. tandis que les autres produits sont montés de 50% et de 80%. Et concernant le gaz, les chiffres du regroupement des sociétés importatrices de pétrole indiquent que la demande a augmenté d'environ 40% ces derniers jours par rapport à la demande habituelle. Qu'en est-il du stock de gaz et des quantités disponibles sur le marché? Le stock de gaz, on a fourni à peu près 30 à 40% de quantité additionnelle durant les derniers 5 jours. Nous avons reçu un navire hier. Nous recevons d'autres navires en début de semaine. Donc, on n'a pas de problème d'approvisionnement. Le souci actuel, en fait, c'est un souci de coûts supplémentaires Mhm. et de possibilités de certains armateurs de ne pas vouloir arriver au Liban à cause de ce qui se passe du point de vue Mhm. sécuritaire. Mais que se passerait-il, à Dieu ne plaise, si la chaîne d'approvisionnement était perturbée et qu'un blocus maritime était imposé? Existe-t-il un plan alternatif, un plan d'urgence? Alors, ça, c'est un scénario catastrophique parce que avec une possibilité de soit un embargo, soit l'arrêt de l'approvisionnement, on aura un très grand problème parce que on n'a malheureusement pas d'autres sources vu que la frontière avec la Syrie n'est pas praticable pour Mhm. l'approvisionnement. Et même, on n'a pas un stock stratégique pour le pays. Le stock stratégique se limite à, Aux compagnies. aux hôpitaux, Oui. à la défense civile, Mhm. à certains secteurs qui sont qui sont vitaux. Mhm. Mais à proprement dit, on n'a pas un endless stock de Mhm. réserve. Mhm. Ça, c'est partout dans le monde, c'est comme ça même. De nombreux citoyens se plaignent du retour du marché noir et du stockage du gaz par certaines parties qui tentent d'exploiter la situation actuelle. Qu'attendez-vous des autorités compétentes et des organismes de contrôle? Alors, nous sommes en lien journalier avec le ministère de l'économie et le ministère du pétrole. Mhm. Ils sont en train de vérifier toutes les quantités que nous sommes en train de faire descendre sur le marché. La demande, comme vous l'avez remarqué, est une demande qui n'est pas normale. Mhm. Elle peut être expliquée en partie à une peur des citoyens qui veulent avoir un petit stock de réserve de bonbonnes de gaz, Mhm. mais elle ne peut pas expliquer cette très forte demande qui est, je pense, due à certaines parties qui essayent d'en profiter Mhm. parce qu'ils savent très bien que la tonne de gaz est montée de $300 en l'espace de 5 jours et ils essayent de mettre un peu de stock de côté pour profiter de cette Mhm. augmentation de prix. Maroun Chamas, vous êtes président du regroupement des sociétés importatrices de pétrole. Merci. Merci, merci Maurice. Les organismes économiques ont rassuré les citoyens en affirmant que les produits alimentaires et les biens essentiels sont disponibles en abondance sur le marché libanais. Elles confirment que le Liban dispose d'un stock suffisant et que les entreprises continuent d'importer ces produits de manière normale, contribuant ainsi à renforcer les réserves disponibles. Les niveaux de stock des produits essentiels sont les suivants. Produits alimentaires environ 3 mois, industrie alimentaire libanaise 4 mois, produits dérivés au moins 2 mois, viande entre 1 mois et demi et 2 mois, blé et pain entre 2 et 2 mois et demi, légumes et pommes de terre disponibles en abondance, produits pétroliers entre 15 et 20 jours, ainsi que des importations se poursuivent à un bon rythme. De son côté, l'Union des syndicats des boulangeries affirme que les boulangeries poursuivent leur travail normalement sur l'ensemble du territoire libanais et que la farine et le pain sont disponibles dans toutes les régions. Le stock de farine disponible suffit pour 2 mois. Un accord a également été conclu avec le ministère de l'économie pour garantir un stock stratégique de fuel pour les boulangeries pour une durée de 2 mois en cas d'urgence extrême, afin d'assurer la continuité de la production et d'éviter toute rupture du pain, considéré comme un élément essentiel de la sécurité alimentaire nationale.
ينضم إلينا نقيب أصحاب صناعة الخبز الأستاذ أنطوان سيف. أستاذ أنطوان، شكرا لوجودك معنا. هل من خوف أو من خشية لدخولنا بأزمة خبز؟ ماذا عن احتياطي القمح الموجود لدينا؟ صباح الخير أستاذ موريس. بإذن الله لغاية الآن ما في أي خوف من أزمة خبز، لأنه القمح متوفر بالبلد لشهرين تقريبا، في بواخر عم توصل، والمطاحن عم تشتغل وتنتج بشكل طبيعي، وعم تسلم طحين للأفران، والأفران عم تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لحتى تأمن هالسلعة المواطن. بإذن الله لغاية الآن ما في أي خوف لانقطاع رغيف الخبز، وما في خوف انه اذا صار مشكله على البور او مشكله بالبحر، نحن عندنا طحين بقلب البلد بيكفي لشهرين. ان شاء الله الوضع الداخلي بضل مستقر لحتى نقدر نأمن هالسرعه للمواطن. بس تقلي عنا احتياطي بالبلد هو بقلب المطاحن، لأنه إحنا ما عنا احتياطي استراتيجي من بعد ما صار في تدمير للإغراءات. من وقت انفجار مرفأ بيروت أكيد ما عنا احتياطي بإغراءات كبيرة. نحن عنا مخازن بالمطاحن بلبنان، وفيها مخزون معين، هالمخزون بيكفي لشهرين، والبواخر عم تجي تباعا، وهذا الشيء له من وقت انفجار بيروت من قبل 20 أو 21. ما في مشكلة على هذا الموضوع. المهم انه الوضع الداخلي نقدر نتحرك على الطرقات، المطاحن تضل تشتغل، وان شاء الله انه المرفأ ما بيسكر، تقدر توصل البواخر وتسلم البلد قمح. وفعليا اليوم في خوف عند المواطنين اللي عم يتهافتوا ليخزنوا الخبز عندهم. شو رسالتكم لهم؟ صحيح، اليوم حق الناس بتخاف والوضع منه مريح. نحن بنقول للناس انه ما تتهافتوا على الافران، تعملوا ازمه، خذوا فقط حاجتكم، والافران حنضل تعمل ليل نهار، وخاصة بالمناطق اللي هي امنيا رايقه، حتى نقدر نغطي النقص اللي رح ينتج من توقف عمل الافران بالمناطق الاخرى. رح نعمل كافه جهدنا ونشتغل بكامل طاقتنا الانتاجيه لنقدر نأمن المواطن ونغطي النقص. وهي تجربه منه شيء جديد علينا، نحن مرقنا بازمات سابقه وقدرنا عوضنا النقص اللي نتج من غير مناطق وبين كل المواطنين، وما في حدا انقطع من رغيف الخبز. شكرا لك أستاذ أنطوان سيف. يعطيك العافية أستاذ موريس. Il convient également d'aborder les scénarios économiques de la guerre en cours au Liban et dans la région. Nous rejoignons le chercheur en économie et en finance, professeur Maroun Khater. Professeur Khater, merci d'être avec nous. Bonjour Maurice. Donc voilà, quels sont les scénarios économiques possibles pour cette guerre alors que le Liban avait commencé à respirer quelque peu ces derniers mois avec l'élection d'un nouveau président de la République et la formation d'un gouvernement? Le pays semble aujourd'hui payer un nouveau prix. Quel pourrait être le coût? Maurice, il faut d'abord rappeler le contexte. Le Liban, il sort d'une période qui était extrêmement difficile et il commençait timidement à respirer. L'élection du président et la formation du gouvernement ont sans doute recréé un minimum de visibilité politique qui a certainement produit un effet psychologique positif sur l'économie en termes de retour prudent de la confiance et une saison touristique qui paraissait prometteuse d'ailleurs. Mais aussi avec un minimum d'optimisme quant à la possibilité de la relance des réformes. Une nouvelle guerre est certainement un choc économique, mais il faut bien comprendre que le coût de la guerre ne se limite pas aux destructions matérielles. L'économie est fragile et l'impact, il se transmet très vite à travers la confiance sur les deux piliers essentiels de l'économie qui sont le tourisme et le transfert des Libanais. Mais au-delà de ces effets qui sont économiques et conjoncturels, la réalité, elle est bien plus profonde. C'est que le Liban, il paie aujourd'hui un prix qui est toujours le même. Le prix de l'absence du monopole de la légitimité armée par l'État. Maurice, nous sommes un pays qui suit une trajectoire économiquement suicidaire, qui est portée par une approche et par des croyances qui sont elles aussi suicidaires. En réalité, le Liban, il ne paie pas seulement le coût de la guerre, il paie une fois de plus le prix économique de sa souveraineté qui est jusqu'à présent incomplète. Mais professeur Khater, il est encore trop tôt pour parler du coût total de la guerre et des destructions, alors que la dernière guerre nous a coûté plus que 14 milliards de dollars, selon les chiffres de la Banque mondiale, alors que les estimations réelles pourraient être bien supérieures. Comment le Liban fera-t-il face à ce coût et qui
soutiendra le pays? La réalité est simple. Le Liban n'a aujourd'hui pratiquement aucune capacité interne pour faire face à un nouveau choc de reconstruction. Les finances publiques sont à bout de force et le système bancaire est toujours effondré. Et l'État ne dispose de marge budgétaire que sur papier. Cela fait que la reconstruction dépendra sans doute du soutien extérieur, notamment des partenaires arabes et de la communauté internationale. Mhm. Mais cette aide, elle n'est jamais automatique. Elle repose généralement sur trois conditions. Un, les réformes économiques qui doivent être crédibles. Deux, la stabilité politique réelle. Et trois, la souveraineté sécuritaire claire. Et par suite, le monopole de décision de guerre et de paix par l'État. Les partenaires internationaux sont prêts à soutenir la reconstruction d'un pays qui est stable, mais ils vont certainement être plus réticents à financer un pays avec des cycles répétés de destruction et de reconstruction. Mhm. Nous sommes dans un pays qui vit et qui suit une trajectoire qui est vraiment suicidaire. La véritable reconstruction du Liban, elle ne va pas dépendre seulement des milliards qui pourraient être mobilisés, mais surtout de la capacité de notre pays à garantir une stabilité politique, une souveraineté sécuritaire et une visibilité institutionnelle qui sont les seules conditions qui vont rendre l'aide internationale durable et efficace. Mhm. Et quelle est l'importance de limiter les armes à l'autorité de l'État et de confier la décision de guerre à l'État? Les mesures prises par le gouvernement sont-elles suffisantes ou faut-il aller plus loin? Limiter les armes à l'autorité de l'État et lui confier la décision de guerre et de paix n'est pas seulement une question institutionnelle, c'est bien le fondement même de l'existence d'un État moderne. Sans monopole de la force légitime, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de stabilité durable, il n'y a pas d'économie viable. Alors, quand plusieurs centres de décision militaire existent à l'intérieur d'un pays, comme est le cas du Liban, le résultat est toujours le même. L'État, il devient spectateur Mhm. des décisions qui engagent pourtant l'avenir de tout le pays. Et les conséquences politiques, humaines, économiques sont supportées par toute la société. Et c'est ce qui se passe au Liban. C'est pour cela confier pleinement la décision de guerre à l'État n'est plus un objectif lointain et c'est plus de la théorie. C'est devenu le cœur d'une urgence nationale qui ne supporte plus de délai. Depuis le début du mandat présidentiel du président Aoun, l'approche adoptée par les autorités a largement consisté à éviter la confrontation afin de pouvoir lancer une gestion prudente de dialogue et afin de pouvoir rétablir l'équilibre institutionnel. Mais paraît-il, cette approche pouvait se comprendre dans un contexte fragile. Les événements récents montrent clairement les limites de cette stratégie. Mhm. L'évitement permanent de la confrontation n'a pas permis de résoudre le problème à fond. Et le pays, il continue à payer le prix des décisions sécuritaires. C'est pour cela que la phase actuelle, elle exige probablement une évolution de l'approche. Moi, je ne parle pas nécessairement d'aller vers la confrontation, mais vers des mesures qui sont plus fermes, plus claires et plus opérationnelles, afin de réaffirmer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et afin Mhm. d'avoir des décisions liées à la sécurité nationale. Parce qu'au fond, Maurice, la question, elle est simple. Aucun État ne peut rester stable d'une manière durable si la décision de guerre n'appartient pas à ses institutions légitimes. Et c'est pour cela que le Liban aujourd'hui, et pour le Liban, cette question, elle est plus seulement constitutionnelle ou politique. C'est une question qui devient vraiment existentielle et à fond. Mhm. Professeur Maroun Khatir, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci, Maurice. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.